Bien, bonjour à toutes et à tous. À titre liminaire, je voudrais dire que je suis très heureux et honoré de la confiance du président de la République et du Premier ministre de me confier cette belle mission de porter la parole du gouvernement, et heureux d'être devant vous aujourd'hui parce que je considère que ce qui se joue ici, qui est matérialisé par les échanges que nous allons avoir dans cette salle, est un élément essentiel de la démocratie. L'échange avec les journalistes, avec la presse, pour répondre aux questions, aux interrogations, aux doutes parfois de nos concitoyens, est indispensable aux liens que nous devons tisser, retisser dans un moment où une défiance de la parole publique, des institutions qui vient de loin, continue à exister. Et donc, c'est un élément absolument essentiel. Et j'aborde ces échanges de manière tout à fait confiante. Je les aborde avec humilité, modestie. Je considère que je ne suis pas là pour donner des leçons, mais pour répondre à des questions, à vos questions, et je le ferai le plus concrètement et le plus clairement possible. Je vais vous rendre compte des échanges de ce Conseil des ministres, et puis ensuite je répondrai à vos questions. Le président de la République a d'abord voulu rendre un hommage appuyé à Édouard Philippe et à son gouvernement, à l'ensemble de l'équipe qui l'a accompagné pendant 3 ans, avec une tâche essentielle de bâtir les premiers repères du projet de transformation et d'émancipation porté par le président de la République pendant la campagne présidentielle, pour commencer à mettre en œuvre les engagements. Aujourd'hui, ce que nous abordons, c'est un nouveau chemin, tel qu'il a été annoncé par le président de la République. Et ce nouveau chemin s'inscrit dans les objectifs que nous avions fixés initialement pour l'émancipation par le travail et par l'éducation, pour la souveraineté nationale et européenne, et pour évidemment le projet écologique. Il a souligné que Jean Castex était un homme de terrain, de dialogue, qu'il avait à la fois l'expérience de haut fonctionnaire et de l'élu de terrain, et qu'avec son gouvernement, qui a été nommé, nous allons amorcer un changement de méthode profond. C'est un gouvernement de rassemblement, c'est un gouvernement des 600 jours, tel que l'a indiqué le président de la République, puisqu'il reste un peu moins de 2 ans avant la fin de ce quinquennat, et que jusqu'au dernier jour, du premier au dernier jour, nous serons pleinement à notre tâche et nous travaillerons d'arrache-pied, avec détermination, avec conviction et avec force. C'est un gouvernement paritaire, organisé en pôle ministériel autour de grandes priorités. C'est un gouvernement de dépassement et de combat. De dépassement puisque ce gouvernement est constitué d'hommes et de femmes compétents pour agir au service de la France, et que tous les parcours de vie sont représentés. Il y a dans ce gouvernement des élus locaux, des élus nationaux, des grands serviteurs de la fonction publique, des femmes et des hommes d'entreprise, des professions libérales. C'est un gouvernement de combat, puisqu'il faut se battre pour l'emploi, se battre pour la reconstruction de notre pays, pour l'émancipation, et que nous aurons à mener ce combat face à une crise sanitaire et à une crise économique historique et sans doute sans commune mesure dans l'histoire. C'est un gouvernement qui sera élargi prochainement avec l'entrée de secrétaires d'État sur des missions prioritaires. Le président de la République a indiqué que le nouveau chemin que nous abordons s'articule autour de 4 grands axes. D'abord, celui de la reconstruction de notre pays, la reconstruction économique, en nous battant pour que les emplois tiennent et pour que notre pays tienne. Nous avons évidemment commencé à le faire avec l'ensemble des mesures d'urgence qui ont été annoncées, et viendra très vite le temps de la relance. La reconstruction sociale, avec les discussions qui sont en cours autour du Ségur de la santé et qui vont s'achever dans les prochains jours. Bientôt de la question de la dépendance, qui est absolument essentielle. C'est un projet social profond que nous allons poursuivre et qui a commencé notamment avec l'école ces 3 dernières années. La reconstruction environnementale, avec un choix d'investir sur des priorités, des grandes priorités, et que les investissements que nous aurons à faire poursuivent systématiquement cet objectif de faire progresser l'écologie dans notre pays et de nous investir de manière durable pour les Français et pour le monde. Les citoyens tirés au sort dans le cadre de la Convention citoyenne ont remis leurs travaux, et nous allons évidemment avancer, nous allons accélérer le cap environnemental de notre pays, ce qui répond à une aspiration très forte
de la jeunesse, notamment. Je ne peux m'empêcher de le dire au regard de mes fonctions précédentes, mais plus globalement de l'ensemble des Français, comme l'a rappelé le président de la République. L'enjeu, c'est de réconcilier l'ambition planétaire que nous avons avec le sort de chacune et chacun des Français. Et puis, la reconstruction culturelle, par l'éducation, par l'enseignement supérieur, par les institutions culturelles de notre pays. Nos concitoyens, le président de la République l'a indiqué, ont besoin de ce génie français qui fait l'âme de notre pays et de notre nation. Et puis, reconstruction territoriale. Il nous faut travailler avec les territoires, inventer, différencier selon les territoires. Le dialogue peut être difficile, mais il doit en permanence se tenir et nous permettre d'avancer. Le deuxième axe de ce nouveau chemin, c'est le patriotisme républicain. La République a parfois trop manqué à ses propres promesses, et donc nous allons avancer avec des objectifs clairs, aller au bout de notre ambition sur l'école, qui a démarré, je le disais, avec le dédoublement des classes porté par Jean-Michel Blanquer. Il nous faut poursuivre dans ce mouvement. C'est un défi historique pour notre jeunesse, qui a vécu un moment extrêmement difficile avec le confinement et sur laquelle nous devons continuer à investir, et des annonces seront faites autour de ce sujet pour l'avenir de notre jeunesse. Le patriotisme républicain, c'est aussi la justice et la police, des institutions qui sont bousculées, qui font l'objet d'attaques politiques parfois pour les bousculer. Il nous faut les remettre au cœur de notre ambition à travers une ambition tournée autour de la sécurité et de la justice du quotidien, concrète, pour les Français, accessible et juste. Il nous faut réinstaller ces piliers de la République au cœur de la confiance avec les Français. Et puis ce patriotisme républicain, c'est aussi l'égalité des chances qui est immédiatement liée aux précédents objectifs, puisqu'il ne peut pas y avoir de République et d'ordre républicain qui se tiennent s'il n'y a pas cette promesse d'égalité des chances et cette promesse que les parcours de chacune et chacun tiennent au mérite, au talent de chacune et chacun et ne peuvent être entravés. Et quand la République a trahi cette promesse, elle a perdu de sa crédibilité, et donc c'est un engagement extrêmement fort de notre part que de poursuivre dans cette voie. Le troisième axe de ce nouveau chemin, c'est l'objectif d'apporter davantage de liberté et d'association plus large qu'auparavant dans notre pays. Il faut associer plus largement les élus, associer plus largement les forces vives de notre pays et au fond décliner ce que le président de la République a appelé cette République contractuelle. Mieux que nous l'avons fait avant, associer encore davantage, avoir une politique plus lisible pour l'ensemble des acteurs des territoires de la République. Il faut avancer également dans cet enjeu d'association et de république contractuelle avec les forces vives de la nation, les forces économiques et sociales, les syndicats, et c'est évidemment ce que nous allons poursuivre. Et puis, le quatrième axe, c'est l'Europe, puisque nous ne construirons pas notre indépendance sans une politique européenne la plus forte qui soit. Il nous faut définir notre culture et notre projet européen dans un monde qui est profondément bouleversé par les grandes puissances mondiales. Et sur toutes les politiques du gouvernement, l'Europe doit être un relais pour nous permettre d'aller plus loin, plus vite et plus fort vers cette indépendance. Nous avons fort à faire, nous avons beaucoup cheminé, nous avons fait converger autour de positions françaises beaucoup d'acteurs européens, beaucoup de partenaires européens, alors même que beaucoup estimaient qu'il était impossible d'arriver à ces accords. Et il nous faut évidemment poursuivre pour que l'autonomie européenne soit au cœur de ce nouveau chemin vers lequel nous avançons. L'objectif de tout cela, c'est de continuer à tisser le fil de cette promesse d'émancipation, de donner une plus grande indépendance à notre nation, pour elle et pour l'Europe, de redonner à chacun la maîtrise de son destin. Le Premier ministre a ensuite rappelé la méthode que nous allions employer pour atteindre ce nouveau chemin, sur la nécessité d'efficacité, d'association avec les territoires, sur l'enjeu collectif que nous avions dans le gouvernement à travailler ensemble, à savoir aussi dépasser les périmètres ministériels pour avancer vers les objectifs que nous avons en partage. Le Premier ministre nous réunira et réunira l'ensemble du gouvernement en séminaire gouvernemental samedi matin pour avancer. Il prononcera sa déclaration de politique générale la semaine
prochaine. Je continue. Le garde des Sceaux a ensuite présenté le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental. C'est un conseil qui, depuis sa création, n'a finalement jamais cessé d'évoluer. La dernière réforme date d'il y a 10 ans. Ce projet de loi et cette ambition, elle s'inscrit à la fois dans la suite directe du grand débat national et des annonces qui avaient été faites par le président de la République pour davantage associer les corps intermédiaires, les forces vives de la nation et pour permettre aux citoyens de participer à la décision publique. Il permettra donc notamment de mieux accueillir les pétitions, de mieux traiter les pétitions. Il permettra aussi de systématiser la pratique qui a été engagée ces derniers mois avec la Convention citoyenne pour le climat et de pouvoir la multiplier sur d'autres sujets autant que de besoin. Voilà pour les grands points qui ont été évoqués à l'occasion de ce premier Conseil des ministres. Vous l'avez compris, un cap très fort, solidement fixé par le président de la République sur le nouveau chemin que nous allons emprunter. Des enjeux de méthode extrêmement forts, puisqu'il y aura, le président l'a dit, un changement profond de méthode. Et puis, c'est dans ce sens que nous avançons. Et je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, Anya Nussbaum de Bloomberg News. Alors, je vais commencer par 2 questions de mes confrères qui ne sont pas présents physiquement aujourd'hui. Question du Figaro, tout d'abord. Depuis le premier tour des municipales, Gérald Darmanin bénéficiait d'une sorte de dérogation, l'autorisant à cumuler exceptionnellement la mairie de Tourcoing et le ministère du Budget. Cette situation va-t-elle se poursuivre à Beauvau, où le ministre de l'Intérieur va-t-il devoir renoncer à son mandat local? Alors, c'est formidable, puisque vous me posez comme première question une question à laquelle je n'ai pas la réponse, puisque le sujet n'a pas été abordé ce matin. Et donc, je m'engage à revenir vers vous très prochainement, sous une forme ou sous une autre, pour vous apporter la réponse. Question de mes confrères de Politico et de France Télévisions sur toujours Monsieur Darmanin, mais aussi Monsieur Dupond-Moretti. Que répondez-vous aux féministes qui s'insurgent contre les nominations des ministres donc Darmanin et Dupond-Moretti, Darmanin étant toujours visé par une plainte et Dupond-Moretti ayant pris position contre les mouvements MeToo et Balance ton porc? Alors, moi, vous savez, jusqu'à hier, j'étais en charge de la vie associative et je travaillais énormément avec les ONG, avec les lanceurs d'alerte et les associations. Donc je trouve absolument essentiel qu'on ait dans notre pays des organismes, des associations qui alertent sur des sujets et qui fassent progresser des enjeux, notamment la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et rappeler que c'est un objectif qui doit être poursuivi collectivement est essentiel et il faut le faire. Pour les questions que vous abordez, je ne crois pas qu'on puisse considérer que ce gouvernement porterait moins haut que le précédent la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un gouvernement qui est plus que paritaire, puisqu'il y a davantage de femmes que d'hommes. Un gouvernement où on a vu des promotions de nombreuses femmes secrétaires d'État qui sont devenues ministres déléguées à cette occasion. Vous abordez 2 questions extrêmement précises. D'abord, la question des investigations sur Gérald Darmanin. Sur ce sujet, moi, ce que je veux dire de manière très claire, c'est que on ne peut pas d'un côté sacraliser la présomption d'innocence en toutes circonstances et considérer que c'est un socle essentiel de notre pays, ce qui est notre cas, je crois, et je l'espère à tous, et considérer qu'il y aurait des personnes qui, par la fonction qu'elles occupent, ne pourraient pas bénéficier de cette présomption d'innocence. Il y a des investigations, elles se tiennent, et c'est normal, on est en état de droit, mais on ne peut pas aller plus loin que ça en considérant que finalement, parce qu'il y a des investigations, il y aurait une impossibilité à exercer dans un gouvernement. Pour le second point, nous avons dans ce gouvernement de très fortes personnalités. Et des personnes qui ont eu tout un parcours, et c'est notamment le cas d'Éric Dupond-Moretti, qui ont eu un parcours, qui ont eu à prendre des positions à travers ce parcours, quand elles exerçaient des fonctions, en l'occurrence la fonction d'avocat, peut-être d'autres fonctions pour d'autres membres du gouvernement. Quand on rejoint le gouvernement, on devient solidaire de l'action du gouvernement et je peux vous assurer que l'ensemble du gouvernement est solidaire de cette action. Pour le reste, je crois que chacun a l'occasion de s'exprimer et de répondre à vos questions. Une question donc cette fois-ci pour nous, Bloomberg. L'ancien gouvernement avait un secrétaire d'État au numérique. Est-ce qu'un nouveau secrétaire d'État sera nommé pour remplacer M. Cédric O? Il y aura une nomination de plusieurs secrétaires d'État très prochainement. Évidemment, ce n'est pas à moi d'annoncer sur quelle fonction et qui sera nommé. Mais je peux rassurer le journaliste de Bloomberg sur le fait que le numérique reste une très grande priorité pour
le gouvernement et que ça se poursuivra. Une autre question. Hier soir, la Banque de France a dit que l'économie rebondissait plus vite que prévu. Je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet pendant ce conseil, mais est-ce que le gouvernement a la même analyse? Et cela change-t-il les prévisions économiques du gouvernement? Alors, on n'a pas eu de point sur les prévisions économiques. Ça arrive régulièrement au Conseil des ministres. Ce n'était pas le cas à ce moment-là. En tout cas, ce qui a été dit, c'est que la première ambition, et je vous l'ai dit dans le compte-rendu du nouveau chemin qui a été abordé par le Président de la République, c'est la reconstruction économique de notre pays. Et évidemment, ça va se poursuivre. Bonjour, William Galibert, RTL. Je m'associe à un de mes confrères du Parisien qui ne peut pas être là pour vous poser cette question. Au sein de votre propre majorité, certains s'inquiètent d'une coloration un peu trop à droite de ce gouvernement. Et du côté de Jean-Luc Mélenchon, on dit carrément qu'Emmanuel Macron est devenu le chef de la droite. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes et à ces observations? Moi, vous savez, je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron au moment de la création d'En Marche. Et je me suis engagé auprès d'Emmanuel Macron parce que je considère, comme beaucoup, que dans le moment historique que vivait notre pays à l'époque et qu'il vit peut-être encore plus aujourd'hui, on a besoin de permettre à des personnes issues d'horizons différents, mais qui ont toutes des talents et qui ont toutes envie de participer à la reconstruction du pays, de travailler ensemble autour d'un socle commun. Il y a eu un premier socle commun au moment de l'élection présidentielle, avec déjà un dépassement politique et des personnes issues d'horizons politiques différents qui ont rejoint ce socle. Et puis, il y a un nouveau socle aujourd'hui, avec ce nouveau chemin qui fait suite à la crise importante que vit notre pays. Et donc, il y a des personnalités supplémentaires qui viennent rejoindre le gouvernement autour de cet objectif qui est partagé. Maintenant, j'entends que certains considèrent qu'un remaniement, c'est des croix et des colonnes, on regarde d'où vient chacun. Moi, je considère qu'il faut regarder les gens pour ce qu'ils font et non pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont été. En l'occurrence, on partage tous le même objectif, les mêmes grandes priorités. Et je crois, puisque j'ai lu certains articles de vos confrères, que ceux qui avancent que ce gouvernement se serait droitisé, quand on fait les comptes, encore une fois, c'est certains de vos confrères peuvent être déçus sur ce point-là, puisqu'il me semble que, c'est un article, je ne me souviens plus de quel journal, a montré qu'il y avait plus de personnes issues de la gauche que de la droite dans ce gouvernement. Mais encore une fois, je ne m'inscris pas du tout dans cet argumentaire-là, puisque je considère que c'est un non-sens que de considérer que c'est la clé de lecture d'un remaniement. Même si certains des membres de la majorité auraient souhaité quelque chose de plus marqué pour un virage social et écologique, les gens qui ont été nommés vont pouvoir assumer cette orientation-là également? Mais bien sûr, pour moi, ce qui caractérise ce nouveau gouvernement, c'est les convictions et l'efficacité. Vous regardez l'ensemble des membres du gouvernement qui étaient dans le gouvernement précédent et qui poursuivent aujourd'hui, ceux qui ont rejoint le gouvernement qui n'en faisait pas partie, conviction et efficacité, pour moi, ça résume l'ensemble des ministres et des membres du gouvernement. Ceux qui sont entrés au gouvernement depuis très longue date avaient fait preuve de convictions extrêmement marquées et publiques, extrêmement fortes. Sur la question environnementale, Barbara Pompili est une militante écologiste de toujours. Elle est numéro 2 du gouvernement aujourd'hui. Sur la question de la justice, Éric Dupond-Moretti a fait part de convictions extrêmement fortes depuis toujours. On peut avancer aussi sur le social avec Brigitte Bourguignon, avec Brigitte Klinkert, qui était présidente de département, immédiatement engagée sur ces sujets-là. J'observe aussi que dans ce nouveau gouvernement, un certain nombre de ministères sont élargis à des problématiques qui, je le sais d'expérience, puisque je viens de la gauche, ont toujours été très fortement portées par les personnes engagées à gauche. Il y a aujourd'hui un ministère chargé de l'égalité des chances, spécifiquement. Ça n'était pas le cas auparavant. Il y a aujourd'hui un ministère de la citoyenneté pour travailler sur ces enjeux d'intégration auprès du ministre de l'Intérieur. Et donc pour moi, ce gouvernement participe à incarner ce nouveau chemin écologique, social, économique qui est porté par le président de la République. Chantrey pour TF1 LCI. Vous avez parlé de ce gouvernement des 600 jours. C'est la manière dont le président qualifie aujourd'hui ce nouveau gouvernement. Castex 1, vous le confirmez? C'est ce que le président de la République nous a dit au début de ce Conseil, en indiquant qu'il reste un peu moins de 2 ans dans ce quinquennat et qu'il va falloir travailler du premier au dernier jour d'arrache-pied pour arriver à nos objectifs. Il y a des nouveaux visages dans ce gouvernement, mais aussi beaucoup de restants qui ont joué aux chaises musicales pour avoir tant fait bouger d'un ministère à l'autre, autant de ministres.
Je disais à l'instant que c'était un gouvernement, ça, c'est de moi pour le coup, ça n'est pas quelque chose que je répète du président de la République, de conviction et d'efficacité. Et quand on parle d'efficacité, il me semble normal, légitime, que des personnes qui étaient déjà au sein du gouvernement puissent poursuivre leur mission, soit au poste qu'elles occupaient, soit sur un autre poste, mais parce qu'elles ont aussi cette connaissance et qu'elles permettent d'être immédiatement opérationnelles comme les autres pour avancer. Peut-être une toute dernière sur les conclusions du Ségur. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer sur quand seront rendues ces conclusions? Alors, le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé ont indiqué que l'objectif était de les conclure le plus rapidement possible. Et il me semble, j'espère ne pas trop m'avancer, que les conclusions pourraient intervenir avant la fin de la semaine. Bonjour, Laurence Perron pour France Inter. J'aurais voulu que vous puissiez expliciter un peu ce que vous entendiez par patriotisme républicain. Vous aviez aussi insisté sur le fait que la police avait fait l'objet d'attaques et qu'il fallait réinstaller ces piliers que sont la police, la justice et l'école. Est-ce qu'ils sont véritablement très très fragilisés selon vous aujourd'hui? Ce qu'a indiqué le président de la République, c'est que notre nation ne peut tenir qu'à travers ces piliers que sont la justice, la police, les services publics, qui sont bousculés par certains qui portent un projet politique de les bousculer, que certains Français peuvent douter et qu'il nous faut donc agir en permanence pour faire en sorte que la confiance soit présente. L'autorité ne peut fonctionner que quand elle est perçue comme juste par l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est vers ça que nous avançons. C'est-à-dire, ça va donner lieu peut-être à des projets de loi qui pourront sanctionner éventuellement les appels à s'en prendre aux forces de l'ordre? Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le fond, puisqu'il y a la déclaration de politique générale du Premier ministre qui intervient prochainement, le président de la République qui s'exprimera aussi, et donc sur le détail des mesures qui vont être portées, je vous renvoie à ces expressions beaucoup plus importantes que la mienne. Il y aura des mesures donc. Il y aura une expression sur l'ensemble du chemin que je viens d'évoquer, avec une déclinaison sur l'ensemble de ces priorités. Avec Europe 1, le Premier ministre a dit ce week-end dans le journal du dimanche qu'il souhaitait à court terme régler la question de la réforme des retraites. Est-ce que ce sujet a d'ores et déjà été abordé aujourd'hui, dans la mesure où vous ne l'avez pas évoqué dans les piliers, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça signifie à court terme? Alors, il n'a pas été évoqué spécifiquement, mais pour moi, il s'inscrit totalement dans le pilier de reconstruction sociale de notre pays, puisque c'est un enjeu de justice sociale que cette réforme qui a été portée pendant la campagne présidentielle. Le président de la République comme le Premier ministre ont indiqué qu'ils souhaitaient avancer vite, mais avancer avec cette nouvelle méthode qui a été annoncée, qui a été réaffirmée ce matin devant les membres du gouvernement, c'est-à-dire avec une association étroite des forces vives de la nation, des forces économiques et sociales, des syndicats et du patronat. Bonjour, Jérémy Marot de l'AFP. Vous avez évoqué dans votre propos liminaire, et vous venez de le répéter, que le président avait demandé, appelé à un changement radical profond de méthode. Au-delà des éléments de langage, en quoi ce changement profond de méthode est-il différent de celui qui devait être impulsé à l'issue de l'acte 2, du grand débat? Qu'est-ce qui va être différent concrètement? Alors d'abord, moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit des éléments de langage. J'ai le sentiment que c'est extrêmement clair, extrêmement concret. Et je vais vous dire pourquoi je considère que c'est concret, parce que maintenant, on a, entre guillemets, un premier retour d'expérience sur ce changement de méthode à travers la Convention citoyenne pour le climat. Ça a été une proposition qui a été formulée par le président de la République à l'issue du grand débat national, dont certains ont pu douter, considérant que ça serait peut-être gadget, que ça ne fonctionnerait pas. Peut-être qu'on n'arriverait pas à mettre d'accord des citoyens très différents, qui viennent de territoires totalement différents, d'origines sociales totalement différentes, et que ça ne fonctionnerait pas. Et ce qu'on a vu, c'est que, en se parlant, en s'écoutant, en travaillant ensemble, finalement, 150 citoyens tirés au sort, extrêmement différents, arrivaient à converger vers des propositions communes et vers une ambition commune. Et c'est exactement ça, l'objectif. C'est d'arriver à ce que chacun puisse trouver sa place, participer, faire des propositions, que ce soit les citoyens, que ce soit les corps intermédiaires, les syndicats. Et c'est ça qu'on va poursuivre et amplifier avec le gouvernement de M. Castex. Est-ce que justement Jean Castex, qui se présente lui-même comme un homme de dialogue, de consensus, vous a parlé de cette méthode-là? Est-ce qu'il a présenté ce que lui voulait faire, et peut-être dans les mêmes termes que ceux que vous venez d'employer? Oui, je l'ai dit dans mon propos liminaire, Jean Castex est beaucoup revenu sur cette question de la méthode. Il est extrêmement attaché, comme le président de la République, à ce qu'on associe davantage, à ce qu'on associe les territoires, à ce qu'on aille vers davantage
d'innovation, de différenciation selon les territoires, à ce que les élus locaux puissent être immédiatement et directement impliqués à l'initiative. C'est aussi un enjeu d'efficacité. Quand on dit qu'on poursuit cet objectif d'efficacité, souvent, c'est en donnant des libertés, en donnant une capacité d'initiative au terrain que vous arrivez à avancer plus vite et à être plus efficace. Et donc, il a rappelé cet objectif qu'il partage évidemment. Bonjour, Monsieur le Ministre. Pardon, ma première question, 31 ministres, est-ce que c'est ça une équipe resserrée ? C'est une équipe resserrée puisqu'elle est resserrée autour notamment de grands pôles et de grands pôles qui portent des priorités dans le cadre de la reconstruction. Quand on rapproche la question du logement du ministère de l'Environnement parce qu'on a une ambition très forte sur la rénovation thermique des bâtiments, quand on rapproche le budget du ministère de l'Économie et des Finances parce qu'on considère que la reconstruction économique et financière de notre pays est un objectif, on resserre aussi l'action du gouvernement pour la rendre plus efficace. Quand on rapproche le sport du ministère de l'Éducation nationale, on va aussi plus loin, on gagne en efficacité sur nos objectifs. Et pour avoir été auprès de Jean-Michel Blanquer il y a encore quelques jours, c'est un objectif très fort que de renforcer la pratique sportive à l'école pour nos jeunes, pour les enfants, à la suite de ce que nous avons vécu dans cette crise et avec le confinement. Donc oui. Comment ? Finalement, il y a plus de ministres qu'avant. Alors, je n'ai pas fait les comptes, peut-être. En tout cas, je considère qu'on a une situation qui est inédite, une crise inédite, qui a besoin d'être efficace, d'être déployée le plus possible sur l'ensemble des problématiques qui animent cette reconstruction. Et donc, que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. J'ai une autre question. Est-ce que vous savez si Édouard Philippe a accepté la mission que lui a proposée le chef de l'État d'œuvrer à la reconstruction de la majorité en vue de 2022 ? Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Il y a deux arrivées qui ont fait sensation, celle de Éric Dupond-Moretti et de Roselyne Bachelot. Ce sont des personnalités assez particulières. Quelle est votre grille de lecture ? Est-ce que c'est une façon pour Emmanuel Macron de reconnecter avec un électorat populaire, d'avoir un gouvernement peut-être plus ancré dans la réalité ? J'ai dit tout à l'heure, c'est des personnalités extrêmement engagées, qui ont des convictions très fortes, qui les ont exprimées de longue date. Roselyne Bachelot, c'est une très grande femme politique. C'est aussi une très grande mélomane quand on la connaît personnellement, férue de culture, très engagée sur ces questions de politique culturelle. Et Éric Dupond-Moretti, j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, les convictions et l'ardeur qu'il défendait à défendre la justice dans notre pays et ces valeurs qu'il porte très haut. Et donc oui, c'est un atout énorme pour le gouvernement que de les accueillir, comme d'accueillir les autres membres du gouvernement qui l'ont rejoint hier. Je pense à Elisabeth Moreno, à d'autres qui vont venir nous rendre plus efficaces. Merci beaucoup. Bonjour, Simon Le Baron de France Info. Vous parlez de nouveaux chemins. Pendant la crise du Covid, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait se réinventer. Lui, le premier, avait dit le président de la République. Beaucoup de Français s'attendaient peut-être à un virage plus spectaculaire à travers ce remaniement. On voit que finalement les équilibres politiques sont les mêmes que lors du précédent gouvernement d'Édouard Philippe. Est-ce que cela veut dire que les Français, ou une partie des Français, ont mal compris les déclarations du président de la République ? Alors j'entends votre question. Mais je ne partage pas du tout votre analyse. Parce que moi, je pense que les Français, s'ils attendent un virage, ce n'est pas un virage pour des questions de personnes et dans un remaniement. Je pense que c'est un virage dans les actes et dans l'action qui va être portée. Et évidemment, pour que ce virage, notamment sur l'environnement, ait lieu, pour que cette accélération très forte ait lieu, on a besoin de personnalités extrêmement engagées pour le faire. C'est pour ça qu'il y a un remaniement, pour avoir ces personnalités qui viennent avec leurs convictions, avec leur efficacité, nous permettre d'avancer. Mais à mon avis, c'est dans les déclarations qui vont être faites par le Premier ministre, par le Président de la République, et surtout dans les actes qui vont être portés très vite et massivement dès cet été, que cette accélération sera perceptible pour les Français. Les actes comptent, les personnes qui les portent aussi. Encore une fois, les équilibres politiques. C'est ce que je vous dis, les actes comptent et les personnalités qui les portent aussi, parce qu'on a besoin de membres du gouvernement qui ont des convictions et qui sont efficaces et qui sont capables d'avancer tout de suite très vite, parce qu'il n'y a pas de temps pour attendre et qu'il faut avancer au plus vite possible. Merci. Élodie Huchard pour CNews. Donc, le Premier ministre va faire son discours de politique générale, mais après l'allocution du Président de la République. Certaines voix dans l'opposition regrettent que l'Assemblée ait repris ses travaux normalement sans que le Premier ministre se présente officiellement, solennellement. Est-ce que cette volonté d'Emmanuel Macron donc de parler le 14 juillet ne va pas un peu à l'encontre des institutions et du chemin classique qui est suivi d'habitude ? Moi, je trouve assez curieux parce que on entend parfois des critiques considérant que le sens des institutions, c'est que le président de la République fixe le cap et qu'ensuite le Premier ministre et le gouvernement
indique le chemin et la manière de parvenir à cet objectif et à ce cap. Et là, c'est précisément ce que va faire le président de la République et ce que fera ensuite le Premier ministre avec le gouvernement. Le président de la République fixera un cadre, un cap, des objectifs. Il a commencé à le faire, je vous ai rendu compte assez fidèlement de ce qu'il a dit aujourd'hui. Et puis ensuite, le Premier ministre définira les moyens d'y parvenir et à ce moment-là, parlera devant la représentation nationale. Bon, merci beaucoup. C'était une première pour moi, mais pour moi, ça s'est bien passé en tout cas. Enfin, je crois. Et puis, la semaine prochaine, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Merci.